Pierre Canguin, des universités de Côte d'Azur, là où il y a beaucoup de soleil, et de Tchang, au Cameroun. Il y a aussi du soleil, mais ce n'est pas le même. Donc, et qui est attaché par l'enseignement de la recherche à l'université de Lorraine, là où il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, et membre de l'Institut François Gély, et également enseignant associé à l'Institut catholique de Bam-Foussam, alors qui va nous parler de l'avenir des communautés économiques nationales, et nous revoilà revenus encore à OCR, à l'aune de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. On vous écoute, monsieur Kalka. Voilà, merci monsieur le Président de me donner la parole. C'est toujours un grand défi que de prendre la parole en dernier dans le cadre d'un colloque, mais c'est aussi un grand honneur puisqu'on peut se permettre de donner son appréciation globale de la rencontre. Ici, je voudrais ainsi dire mes sincères félicitations aux organisateurs de cette belle rencontre pour la qualité de sa préparation, mais aussi de sa réalisation. Cette rencontre est d'autant plus belle qu'elle nous offre l'occasion, l'opportunité inédite de pouvoir envisager l'état du droit communautaire sous toutes ses coutures. Je voudrais noter que les précédents intervenants ont davantage abordé l'état ou alors l'état des lieux des différentes communautés ou alors du droit communautaire. Moi, je voudrais davantage m'intéresser à l'avenir. C'est ainsi donc que ma réflexion porte sur l'avenir des communautés économiques régionales à l'aune de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine qu'on abrège ZLECAf. Et en guise de considération introductive, je voudrais relever que la ZLECAf naît dans un contexte où l'Afrique est présentée comme un paradoxe, car en dépit de sa taille impressionnante et de ses richesses abondantes, elle évolue en marge du commerce mondial, et au point où on a considéré qu'elle n'était pas un acteur intéressant des systèmes mondiaux d'échange. Certes, le passé colonial peut nous permettre d'avoir une idée, peut essayer de permettre de justifier un tant soit peu ce retard accusé par l'Afrique. Mais force est de constater que même au lendemain des indépendances, et plus d'un demi-siècle après, la plupart des États africains peinent encore à se développer, et notamment en raison d'une économie que l'on pourrait qualifier d'extravertie. En clair, les Africains consommeraient ce qu'ils ne produisent pas et produiraient ce qu'ils ne consomment pas. Tout semble donc se passer comme si les politiques économiques des États africains étaient dictées, diligentées et orientées par les puissances étrangères. L'on a pu croire que la donne allait changer à travers la mise en place des communautés économiques régionales, mais là encore c'est la grande désillusion, c'est le grand désenchantement, parce que tout simplement on réalise que le commerce intra-africain ne représente que 15% du commerce africain global, un pourcentage qui est très en deçà, voire insignifiant lorsque l'on le compare avec celui d'autres communautés telles que l'Europe ou l'Asie. C'est dire que le foisonnement touffu, diffus et même parfois confus de toutes ces communautés économiques régionales n'a pas encore permis à l'Afrique de sortir de l'ornière. Et c'est cette situation défavorable que la zone de libre-échange continentale africaine entend corriger à travers effectivement la réduction des coûts commerciaux et l'intégration de l'Afrique dans les grandes chaînes d'approvisionnement mondiales. L'accord créant donc la zone de libre-échange continentale africaine a fait l'objet de nombreuses négociations. Il a été signé cet accord en 2018, il est entré en vigueur en 2019 et il est devenu opérationnel le 1er janvier 2021. La naissance de cet instrument d'intégration marque assurément une nouvelle ère, on peut dire, pour le continent africain, puisqu'il concrétise l'idéal d'unité africaine à laquelle appelaient les pères fondateurs, notamment Kwame Nkrumah. Cependant, cette naissance pose également la question de la survie des communautés économiques régionales qui pullulent sur le continent, qu'il s'agisse de la CEEAC, de l'UEMOA, de l'UMA, de la SADC, des DIGA, de la CENSAT et j'en passe. Et toute la préoccupation est désormais de savoir si ces dernières sont vouées à disparaître. Si oui, quand et comment, sinon pourquoi et comment.
Plus globalement, il est question d'analyser la relation, ou mieux, l'articulation entre l'accord de la ZLECAf et les accords régionaux. Et cette question me semble d'autant plus importante que ce sont les mêmes pays africains qui, appartenant déjà aux différentes communautés économiques régionales, sont désormais appelés à faire vivre la nouvelle zone de libre-échange. Dès lors, scruter ou sonder l'avenir des communautés économiques régionales revient nécessairement à les observer dans la durée. Deux moments importants s'offrent donc à l'analyse. Dans un premier temps, il y a l'instant, c'est-à-dire le court terme, et ensuite il y a le temps, c'est-à-dire le long terme. À l'observation, force est de constater que pour l'instant, l'existence des communautés économiques régionales est préservée, puisque celles-ci continuent à fonctionner et qu'elles servent même de boussole à la zone de libre-échange continentale africaine. Cependant, avec le temps, leur existence sera plutôt menacée, étant donné que la nouvelle zone de libre-échange a vocation à être le seul instrument d'intégration économique à l'échelle du continent. Ce sont donc ces deux moments importants que j'entends relever dans le cadre de ma contribution, en montrant que si l'existence des communautés économiques régionales est préservée pour l'instant, ce que j'envisagerai dans un premier temps, elle sera menacée avec le temps, ce que j'analyserai dans un second temps. Dans un premier temps, donc, les communautés économiques régionales, les communautés économiques régionales, une existence préservée pour l'instant. Certes, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange marque l'avènement d'un monde nouveau, mais le monde ancien ne s'en est pas complètement allé. D'ailleurs, l'accord créant la ZLECAf mentionne précisément la place qu'elle entend réserver aux communautés économiques régionales à travers plusieurs dispositions. C'est ainsi qu'elle entend d'une part préserver les acquis de ces communautés et surtout les associer au processus de légifération. Or, il est particulièrement difficile de mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement dit, il est toujours intéressant lorsque naît une nouvelle organisation d'éviter les risques d'incompatibilité avec les traités préexistants. C'est la raison pour laquelle l'accord de la ZLECAf consacre, entre autres, et d'autre part, le principe de sa primauté sur les autres accords régionaux. Alors, en ce qui concerne la préservation des acquis des différentes communautés économiques régionales, il est important de rappeler que la zone de libre-échange n'a pas trouvé un terrain communautaire vierge. Il vient s'ajouter, si l'on peut dire ainsi, à une pléthore de communautés économiques, au point où on a pu se demander s'il n'était pas un instrument de trop. Quoi qu'il en soit, l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine se situe dans une logique de prolongement et de renforcement de ce qui existe déjà. C'est la raison pour laquelle son article 5 dispose que les zones de libre-échange mises en place dans le cadre des communautés économiques régionales serviront de pilier à la zone de libre-échange continentale africaine. La même disposition indique que la zone de libre-échange continentale africaine repose sur la préservation des acquis et la prise en compte des meilleures pratiques que l'on a pu observer au sein des différentes communautés économiques régionales. C'est dire que les pays africains qui ont signé, qui ont ratifié ce nouvel accord ont pris conscience de l'urgence, de la nécessité de s'appuyer et de consolider les réalisations déjà faites en matière de libéralisation des services et d'harmonisation réglementaire au niveau de ces institutions préexistantes. Cependant, pour éviter de se retrouver en face d'une panoplie de communautés économiques régionales, l'accord de la ZLECAf a fait le choix de n'en reconnaître que 8. Et ce sont ces 8 communautés qui ont été associées aux différentes phases de réalisation de l'accord. Donc la volonté de s'appuyer sur les communautés économiques se traduit également dans le rôle qu'elles sont appelées autant pour moi à jouer dans le cadre de l'architecture institutionnelle de la ZLECAf. Parce qu'en effet, au terme de l'article 12.5 de l'accord de la ZLECAf, ces communautés sont représentées à titre consultatif dans le comité des hauts fonctionnaires du commerce. Il s'agit d'un organe stratégique, on pourrait même dire que c'est la boîte pensante, puisqu'elle est chargée de plusieurs missions, entre autres de mettre en œuvre les décisions du Conseil des ministres et de développer des programmes et des plans d'action pour la mise en œuvre de l'accord.
Une partie de la doctrine a cependant estimé que le fait que l'on accorde à ces communautés un simple rôle consultatif voilà, était en porte-à-faux avec l'affirmation de départ, celle de faire des communautés économiques régionales voilà, de véritables piliers de la zone de libre-échange. Mais avec un peu de recul, il me semble que cette affirmation peut être exagéré dans la mesure où il aurait été plutôt paradoxal d'accorder une voix délibérative aux représentants de ces communautés économiques régionales alors qu'elles ne sont pas formellement parties à l'accord de la ZLECAf. C'est-à-dire que l'apport finalement des communautés économiques et régionales est purement technique, comme l'indique d'ailleurs l'article 29 du protocole ZLECAf relatif au commerce des marchandises. Et au regard donc de ce qui précède, il n'est pas de doute que les acquis substantiels ou fondamentaux des communautés économiques régionales ont été préservés dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Qu'en est-il à présent des acquis processuels? L'on le sait et on a pu le voir à travers les précédentes interventions que des cours de justice mis en place dans le cadre de ces différentes communautés économiques sont à l'origine d'une abondante jurisprudence portant sur des problématiques d'intégration. Ainsi, toute la question est désormais celle de savoir si la jurisprudence d'un juge communautaire peut être invoquée pour résoudre un litige né à l'occasion de l'application de l'accord de la ZLECAf. Mieux encore, peut-on soumettre à un juge communautaire effectivement un litige né entre les parties dans le cadre de l'accord de la ZLECAf? Donc, pour y répondre, certes, l'accord ne donne pas de réponse précise, mais il faut se fier au protocole qui règle les questions des différends pour constater qu'on a mis en place un organe de règlement des différends qui assure le monopole dans la résolution des litiges nés dans le cadre de l'exécution de l'accord de la ZLECAf. Ce qui aurait donc pour conséquence, lorsque les juges communautaires de ces différentes communautés économiques seront saisis sur des questions relevant du droit de la ZLECAf, eh bien, de se déclarer incompétents. Donc on voit qu'il en résultera un rétrécissement du champ de compétences des juridictions communautaires et ce rétrécissement n'est autre chose qu'une manifestation de la primauté de l'accord de la ZLECAf que je voudrais donc envisager d'autre part. En ce qui concerne donc ce point précis de la primauté de l'accord portant sur la zone de libre-échange continentale, et comme je l'ai relevé à l'orée de mon propos, avant que naisse la zone de libre-échange continentale, les pays africains étaient déjà engagés dans divers accords commerciaux, régionaux et internationaux qui prévoyaient des règles et des mécanismes peu ou prou similaires à l'accord qui institue donc la ZLECAf. Et il y a donc des risques de confusion, voire d'incompatibilité. C'est ainsi que l'accord n'annule, ni ne modifie, ni n'abroge même les obligations contractées par les États dans le cadre des accords régionaux préexistants. Cependant, son article 19, alinéa 1er, consacre la primauté de l'accord sur les autres accords régionaux. Et son alinéa 2 de pouvoir tempérer tout simplement en disant que les États partis qui appartiennent déjà à des communautés économiques régionales qui sont à un niveau d'intégration supérieur à celui que propose la ZLECAf peuvent maintenir ces niveaux d'intégration en ce qui les concerne particulièrement. Donc, et une interprétation combinée de ces deux alinéas permet donc de constater qu'il existe deux possibilités ou alors deux risques d'incompatibilité. Ce qu'on peut appeler l'incompatibilité négative qui intervient lorsque les règles mises en place dans le cadre des communautés économiques régionales sont de nature à freiner l'évolution de la zone de libre-échange. Il en va notamment ainsi dans les communautés où le niveau d'intégration n'est pas satisfaisant, où il existe un certain retard, voire un retard certain dans l'intégration régionale. C'est le cas notamment au niveau de la CEAC, de l'UEMOA, de la CENSAD ou encore de l'IGAD. Bref, je ne voudrais pas faire tout l'inventaire. Mais ce sont ces communautés retardataires en quelque sorte que vise l'alinéa premier de l'article 19 de l'accord de la ZLECAf. En revanche, il existe effectivement l'incompatibilité positive lorsque les règles mises en place dans le cadre des communautés économiques régionales sont au-dessus de ce que prévoit la zone de libre-échange pour le moment. Et il est important de relever donc que certaines communautés ont franchi le cap de l'union douanière qui, si l'on se fie
au degré d'intégration élaboré par M. Balassa se situe donc à un niveau d'intégration supérieur à celui de la zone de libre-échange. Tel est notamment le cas de l'UMOA ou encore de la CAE. Donc les pays de ces communautés peuvent donc maintenir ce niveau d'intégration dans leur rapport respectif. Et si la zone de libre-échange porte effectivement sur ces risques d'incompatibilité avec les accords régionaux, elle n'envisage pas les risques d'incompatibilité avec les autres accords internationaux, notamment avec l'accord qui relie l'Union européenne avec les pays de l'Organisation des États de l'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique. Mais il est quand même intéressant pour ce point précis de constater que cet accord, ce nouvel accord qui a été prolongé ou qui a été renouvelé tout récemment, prend en compte la ZLECAf. Il ne s'érige pas donc en conflit avec cet accord, mais entend plutôt le solidifier et le renforcer. Donc si cette ambition, et à cela il est important d'ajouter le fait que l'ambition de l'Union africaine est de créer un marché unique continental à l'horizon 2063. Et cette ambition qui voudrait que la ZLECAf soit effectivement ce marché unique pour tout le continent est un signe de décadence ou alors de disparition annoncée des différentes communautés économiques régionales. Ce qui me permet donc d'envisager le second temps de mon intervention, donc les communautés économiques régionales, une existence menacée avec le temps. Bon, de toute évidence, effectivement, la ZLECAf institue un ordre juridique nouveau et ses objectifs sont déclinés à l'article 3 et qui entend effectivement, d'une part, créer un marché unique à l'échelle du continent et d'autre part, de faire des États les principaux bénéficiaires ou alors les principaux acteurs de son opérationnalisation ou alors de sa mise en œuvre. En ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire la création d'un marché unique à l'échelle continentale, on a pu noter qu'il existe autant de marchés sous-régionaux que de communautés économiques régionales, mais avec un résultat peu satisfaisant. Et pour parvenir donc à la création d'un marché unique continental, l'accord de la ZLECAf entend jouer sur deux fronts. D'une part, en accélérant la mise en place de son architecture juridique et d'autre part, en œuvrant à la résolution du défi de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent. Je voudrais très rapidement survoler le point précis en ce qui concerne l'architecture juridique pour souligner tout simplement que l'accord faisait l'objet de 3 grandes phases de négociation. C'est uniquement la première qui est désormais actée et qui a donné lieu à 3 protocoles et à une vingtaine d'annexes. Et on attend les autres phases qui vont porter sur des questions de communication électronique et encore même aussi sur la propriété intellectuelle et les investissements. Mais je voudrais davantage m'appesantir ou m'arrêter un tant soit peu sur le fait que la ZLECAf n'a pas pris suffisamment en compte les autres outils, les autres instruments d'intégration juridique qui existaient sur le continent, à l'instar de l'OADA, qui à travers ses actes uniformes et sa cour commune de justice a pu quand même organiser la vie des affaires. Et le modèle de l'OADA est aujourd'hui présenté, et même dans les pays européens, comme étant une référence. Et on ne peut que regretter le fait que l'OADA n'ait pas été associé, effectivement, notamment dans la composante, dans la dimension juridique, dans la réalisation de ce projet qu'est la ZLECAf. Je pourrais m'étendre, mais je préfère y revenir si l'occasion me prête, dans l'occasion des échanges, sur l'apport qu'aurait qu'aurait pu permettre de réaliser l'association de l'OADA dans les différentes phases de négociation. Mais quant à la résolution du défi de l'appartenance à plusieurs communautés, elle passe nécessairement par la rationalisation, sur laquelle évidemment je ne voudrais pas trop m'attarder, sauf à souligner effectivement que les modalités de la rationalisation des communautés économiques régionales est âprement discutée au sein des différentes communautés. Au niveau, par exemple, de l'Afrique centrale, on envisage une fusion-constitution entre la CEAC et la CEMAC, donc, qui aurait donc pour résultat ou alors pour conséquence d'aboutir à la création d'un nouvel instrument qui n'aurait rien à voir avec les précédents. C'est une approche qui me semble pertinente, qui me semble logique, même si on peut admettre que d'autres communautés optent pour d'autres modèles, tels que la fusion-absorption. C'est autant de notions sur lesquelles j'aurais pu effectivement
dire davantage, mais je me réserve le droit d'y revenir si des questions sont posées à cet égard. Mais quel que soit le bout par lequel on mène la rationalisation, elle aura pour conséquence de faire disparaître certaines communautés économiques à moyen terme et à long terme, très probablement, de faire de la ZLECAf le seul instrument d'intégration pour le continent. Et si la ZLECAf devient ce seul instrument d'intégration économique pour tout le continent, alors les États en deviendront les principaux acteurs. Ce qui me permet donc d'envisager le second temps de mon intervention, ou alors la deuxième phase de cette partie, qui porte sur les États comme principaux acteurs de la ZLECAf. La ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale, comme la ratification de tout autre traité, engendre des droits et des obligations sur lesquels je ne vais pas m'étendre, sauf à observer que les États sont engagés dans le cadre de la ZLECAf à éliminer progressivement des barrières tarifaires et non tarifaires, donc qui font obstacle au commerce des marchandises, à libéraliser progressivement le commerce des services et à coopérer en matière économique et douanière. Mais ce que je voudrais relever et qui me semble fondamental, c'est qu'au-delà des droits et des obligations, la ZLECAf se pose davantage pour les États en termes de défis. Ces défis sont multiples et de toutes les interventions, on a pu en glaner d'autres qui sont fondamentaux. Par exemple, il faut redéfinir le vouloir vivre africain. Il faudrait aussi renforcer l'éducation aux droits et à la citoyenneté communautaire. Ce sont des aspects sur lesquels je ne vais pas m'insister. Oui, vous êtes déjà à 20 minutes. Tout à fait, j'en ai parfaitement conscience, j'en arrive à la fin. Mais oui, tout à fait, je disais justement qu'il me semble que deux défis sont majeurs dans le cadre de la ZLECAf. Le premier défi est d'ordre infrastructurel, je ne m'y étendrai pas. Le deuxième défi étant d'ordre sécuritaire. Et en guise donc de conclusion, l'on a pu constater que même si l'accord de la ZLECAf entend préserver les acquis des communautés économiques régionales, elle limite en même temps leur champ d'application en posant le principe de sa primauté. Et avec le temps, la ZLECAf aura vocation à se positionner comme l'unique instrument d'intégration économique à l'échelle de l'Afrique. On place bien évidemment plein d'espoir en elle, mais cet espoir ne sera réalisé que pour autant que les États s'approprient réellement de la chose. C'est dire que la ZLECAf ne pourra véritablement impulser le développement des pays africains que pour autant que ces derniers œuvreront à l'opérationnalisation de la ZLECAf. Pour dire les choses autrement et pour conclure, la ZLECAf est désormais entre les mains des États africains, qu'ils en fassent comme bon leur semble. Simplement peut-on espérer qu'ils en feront un bon usage. Je voudrais donc vous remercier de votre bien aimable attention et souhaiter longue vie à la Société africaine de droit communautaire. Merci. Merci Monsieur Kamgan, merci d'avoir écourté l'intervention. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile à traiter dans un laps de temps si limité, étant donné que c'est le sujet, on va dire, du jour, et c'est un sujet d'actualité. Alors, juste une petite précision par rapport à ce que vous avez dit. Je tiens à souligner que le protocole ZLECAf, protocole d'investissement ZLECAf, a été adopté le 28 octobre dernier à Libreville. Donc le protocole de l'investissement a déjà été adopté, et il y a déjà